Europe. Europe 1. Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Les téléphones portables interdits au collège, c'est l'un des chevaux de bataille du ministre de l'Éducation. Tout le détail dans un instant. Les autres titres, Jean-Philippe. Avec des discussions parfois tendues à Saint-Martin, Emmanuel Macron face à la détresse des victimes de l'ouragan Irma. Également dans ce journal, des témoignages rares recueillis au Venezuela en pleine crise, alors que cette nuit, le président Maduro a accepté une reprise des pourparlers. Ce sera l'enquête du 8h. Et puis du football, le carton plein du PSG en Ligue des Champions, 5-0 contre le Celtic Glasgow. Le plan du gouvernement pour réduire le coût des aides au logement. Quel impact pour les bénéficiaires? Le ministre chargé du secteur, Jacques Mézard, sera notre invité tout à l'heure à 8h15. Et à coup sûr, des annonces qui vont faire causer dans les cours d'école. Interdiction des portables au collège. Et puis en mathématiques, la maîtrise de la division dès le CE1. Quelques-uns des credos de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation le dit cette semaine dans une interview à l'hebdomadaire L'Express. On écoutera les premières réactions des profs et des élèves dans un instant. Mais d'abord le détail avec Virginie Salmen. Jean-Michel Blanquer ne prononce toujours pas le mot réforme, mais il annonce de grands bouleversements, à commencer par les maths en primaire. Les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication, division, devront être maîtrisées entre le CP et le CE1. C'est en CM1 actuellement qu'on apprend la division. En grammaire, pour ceux qui avaient fait le deuil du complément d'objet indirect et adopté le terme barbare de prédicat, dont on avait tant parlé l'an dernier, eh bien il n'existe déjà presque plus. Jean-Michel Blanquer veut en finir avec cette notion inutilement complexe. Et puis le ministre, qui affirmait ne pas avoir l'intention de toucher au programme, a visiblement changé d'avis, notamment pour le français au collège. Fini les grandes idées un peu conceptuelles, dit Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire les programmes rédigés autour de grands thèmes comme le monstre ou le voyage pour découvrir ensuite les auteurs. Ce sera plutôt une progression par courant et époque. Et puis, clou des annonces, plus de téléphones portables dans les collèges. La règle sera appliquée. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Comme en Conseil des ministres, raconte Jean-Michel Blanquer, nous déposons nos portables dans des casiers avant de nous réunir. Il me semble que c'est faisable pour tout groupe humain, y compris une classe. Virginie Salmen. Alors la grande question, les élèves sont-ils prêts à laisser leur smartphone à l'entrée du collège? C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Martin Fesneau a tendu son micro à Zoé et Justine, 2 sœurs en 6e et 3e. Pas emballé du tout. Je trouve ça dommage. Un portable, c'est fait pour téléphoner, envoyer des messages. Pour prévenir nos parents si on veut aller chez une copine ou si jamais on a un problème. Moi, dans ma classe, ils ont tous un portable. Dans les poches, ils peuvent voir, mais dans les sacs, ils peuvent pas tout vérifier, je pense. Voilà, l'autre point développé par Virginie Salmen il y a un instant, c'est donc la maîtrise de la division en classe de CE1. Et là, nous nous tournons vers cette professeure des écoles. Elle enseigne depuis plus de 20 ans. Elle n'y croit pas vraiment. L'addition, il la possède. La soustraction, on a déjà beaucoup de difficultés. Et la multiplication à un chiffre, il l'aborde, mais il ne la maîtrise pas. La division, c'est hors de question. On ne peut pas maîtriser les 4 à la fin du CE1, c'est sûr. Ça demande de mettre en place trop de compétences. Et lorsqu'on demande au ministre si ce n'est pas trop difficile, il répond « Je m'insurge contre cette fausse bienveillance qui consiste à retarder sans arrêt les apprentissages ». Et puis toujours dans cette interview à l'Express, Jean-Michel Blanquer évoque la création d'une cellule laïcité qui doit répondre aux besoins des enseignants face aux dérives religieuses. Europe 1, 8h04. Après l'éducation, le logement, autre chantier du gouvernement. Oui, il faut faire des économies, répète Emmanuel Macron. L'État dépense trop, 40 milliards d'euros d'aide publique. Parmi les leviers, on le sait, il y a la baisse des APL. En échange, les propriétaires et notamment les bailleurs sociaux sont invités à baisser les loyers. Pas évident quand on écoute le reportage de Rémi Pierre à Chambéry. Cela fait 8 ans maintenant que Béatrice et sa petite chienne occupent un F2 dans un immeuble de 6 étages géré par l'OPAC de Savoie. Elle paye 345 € de loyer, dont près de la moitié, 170 €, est couverte par ses APL. Alors forcément, 5 € de moins, ce n'est pas anodin. Ça va être compliqué parce que c'est 5 € par-ci, 10 € par-là. Tout cumulé, ça fait toujours une somme. À un moment donné, on nous enlève 5 € sur nos APL et de l'autre côté, on nous dit que les logements sociaux vont diminuer. Vous y croyez, vous, à cette baisse des loyers ? Je veux pas y croire. Et il vaut mieux pour elle ne pas trop y croire. Les bailleurs sociaux tirent déjà au maximum les loyers vers le bas. Par exemple, pour ce projet de 13 logements près d'Aix-les-Bains, il sera compris entre 5 et 6 € du mètre carré utile contre 10 € dans le privé. On ne peut pas faire moins, explique Charles Vinit, directeur de l'OPAC de Savoie. Le prix de revient d'un logement a presque doublé en une douzaine d'années, alors que les loyers, parallèlement, n'ont augmenté que de 30 à 35%. Diminuer aujourd'hui les loyers nous paraît très difficile. Ça diminue nos capacités d'autofinancement
financement, nos capacités à construire de nouvelles opérations, nos capacités à réhabiliter le patrimoine existant. Et la baisse des loyers est encore plus hypothétique dans le secteur privé. C'est pourtant là, en Savoie, que réside plus d'un bénéficiaire sur 2 des APL. À Chambéry, Rémi Pierre, Europe 1. Et on en parle évidemment avec le ministre de la Cohésion des Territoires et du Logement, Jacques Mézard, invité d'Europe 1 juste après ce journal. Les manifestations d'hier ont traduit pour beaucoup un besoin d'explication. Réaction du Premier ministre Édouard Philippe il y a quelques minutes chez nos confrères de France 2 après les défilés contre la réforme du Code du travail. Pendant ce temps, Emmanuel Macron continue son voyage aux Antilles. Après Saint-Martin, il est attendu aujourd'hui à Saint-Barthélemy, également au CHU de Pointe-à-Pitre, avec des familles souvent à bout de nerfs. Écoutez cet échange tendu entre le président et un habitant de Saint-Martin. Il y a eu des gens qui sont saccagés des magasins, ok, mais parce qu'ils n'avaient même pas de toit. Moi, je suis sorti parce que j'avais une petite fille. Et je suis sorti aller chercher à manger aussi. Je vous le dis, moi j'ai été dans les restaurants qui de toute façon, ces vivres, ils étaient perdus de toute façon. Je sais. Je vais vous demander quelque chose des hommes à hommes là. J'espère que vous n'allez pas nous oublier dans 6 mois. Écoutez, on va mettre en place, j'espère dès demain, sinon après-demain, un système qui fait que les gens qui n'ont plus rien pourront aller à un guichet unique, demander justement un minimum de subsistance pour pouvoir vivre. On sera à vos côtés, mais ne me reprochez pas tout en quelque sorte. Non. Il y a des endroits où c'était construit, on ne pourra pas reconstruire. Je vous le dis franchement, parce que pourquoi on en est là? Parce qu'il y a des gens qui vivaient dans des endroits, dans des bâtiments qui n'étaient pas aux normes, à des endroits où il ne fallait pas construire. Je suis sûr. Donc on va construire, on va le faire au plus vite. Je l'ai dit, je bousculerai toutes les règles. Et moi je repasserai pour le voir. Je repasserai pour le voir. Un propos recueilli par notre envoyé spécial Rémi Potsaron. Direction le Venezuela, c'est une série de reportages exceptionnels que Europe 1 vous propose ce matin. Oui, voyage dans un pays qui ressemble de plus en plus à une dictature, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Vous revenez tout juste de Caracas, vous y avez passé plusieurs jours à la rencontre de celles et ceux qui vivent au quotidien une crise sans précédent, plus d'une centaine de morts depuis le mois d'avril. Les manifestations qui réclament le départ du président Nicolás Maduro, vous avez recueilli des témoignages édifiants. Oui, et d'abord celui de Luis, il a 21 ans, il a fait des études d'ingénieur et en juillet, il a été arrêté dans une manifestation lors de heurts. Sa détention a duré 1 mois et demi sur des bases militaires. Il raconte les violences, les passages à tabac. Ils m'ont menotté les bras en l'air, pendu à un tuyau, et avec la crosse du fusil, ils m'ont roué de coups au ventre. Ils m'ont assommé, j'ai encore la cicatrice sur la tête. Je me suis évanoui et là un garde m'a jeté du poivre au visage. Il tabassait aussi une ado, elle n'avait pas plus de 16 ans. Il lui coupait les cheveux. Il nous retirait nos vêtements et nous jetait des gaz lacrymogènes. Aujourd'hui, il est terrorisé, extrêmement amaigri. Sa famille, de peur des représailles, l'a rejeté. Il vit dans la rue. Et cette interview, nous avons dû l'enregistrer en nous cachant pour échapper à la surveillance. Cela signifie, Sébastien, que la police est omniprésente en ce moment? Oui, d'abord, les lieux de réunion des opposants sont étroitement surveillés, mais pas seulement. Cette police bolivarienne, elle est partout en ville, elle circule à moto. Il y a aussi l'armée, le renseignement, la police politique, et puis les milices, des milices chavistes qui ont des yeux partout. On croise aussi des groupes paramilitaires armés chargés de faire régner l'ordre. Alors l'opposition, elle peut s'exprimer dans les médias aujourd'hui, Sébastien, ou est-ce que là aussi tout est verrouillé? Alors les médias publics, eux, sont acquis au gouvernement, et pour les autres journalistes, la pression s'est accentuée. Agression pendant la couverture des manifestations, arrestations, parfois des menaces de mort. Ces derniers mois, 3 chaînes de télé ont été interdites, 49 radios fermées, comme celle où José Domino Blanco présentait la matinale. L'émission faisait une belle audience et devenait très critique. Ça les gênait. Alors, une commission est venue là où il y a l'antenne de notre station. Et ils nous ont annoncé que la radio cessait immédiatement d'émettre. Ça, c'est le fonctionnement d'une dictature. Et aujourd'hui, à la place du débat d'idées, voilà ce qu'on entend à la radio de la musique traditionnelle vénézuélienne. Effectivement. Alors comment l'opposition réussit à se faire entendre malgré tout? Eh bien en voyageant à l'étranger, c'est ce qu'a fait le président de l'Assemblée nationale destitué. Mais pour pouvoir venir quelques jours en Europe rencontrer des chefs d'État, il a dû quitter clandestinement le Venezuela. La militante Liliane Tintori qui devait l'accompagner a elle été stoppée à l'aéroport. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas quitter le pays. J'ai demandé pourquoi. Parce que ça vous est interdit. Ils ont confisqué mon passeport et ne m'ont toujours pas rendu. Quand on voit que le président et le vice-président de l'Assemblée nationale qui ont été élus ne peuvent plus voyager librement avec leur passeport, c'est bien que ce pays a un problème. Et aujourd'hui, ces deux opposants risquent des poursuites pénales pour trahison. À travers le pays, les ONG comptent 566 prisonniers politiques. Enquête signée Sébastien Krebs. Demain, deuxième volet de cette série de reportages au Venezuela. Nous irons dans les quartiers les plus pauvres de Caracas.
8h11, Patrick Cohen. La suite du journal, Jean-Philippe Ballas, c'est un banal contrôle de police qui aboutit à la découverte de plus de 3 millions d'euros. Oui, un joint de cannabis qui risque de coûter très cher à un couple de restaurateurs parisiens. Il y a quelques jours, leur fille de 28 ans a été arrêtée à Paris avec quelques grammes de drogue. La suite de l'enquête a de quoi surprendre. De fil en aiguille, les policiers ont découvert que les parents donnaient dans la fraude fiscale. Le récit de Guillaume Biet. C'est parce qu'elle fume un joint près de la gare Montparnasse que les policiers décident de contrôler cette jeune femme. Sur elle, ils trouvent une 50aine de grammes de résine de cannabis et 7 grammes de cocaïne. Croyant avoir affaire à une trafiquante, ils se rendent à son domicile. Elle, qui a 28 ans, vit encore chez ses parents dans un bel appartement du nord-ouest de Paris. Mais sur place, l'affaire prend une autre tournure. Les policiers découvrent des liasses de billets. Au total, 428 000 euros d'argent liquide à la provenance douteuse. Non pas l'argent de la drogue, mais un pactole accumulé par les parents, un couple de restaurateurs. C'est alors la brigade financière qui est saisie et qui va faire une autre découverte. Les parents ont aussi des coffres dans des banques. À l'intérieur, 2 700 000 euros en espèces. Au total, cela fait plus de 3 millions non déclarés. Résultat, le couple est maintenant au cœur d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Tout cela suite au simple contrôle de leur fille qui, elle, a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis. Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Le nucléaire, une énergie du passé. C'est ce qui ressort du rapport annuel sur l'énergie atomique. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Vous avez consulté ce rapport. Il nous donne des projections tout à fait inédites. Oui, 2 chiffres résument les changements tectoniques qui sont en train de se produire dans le monde de l'énergie. 240 milliards de dollars ont été investis dans l'éolien et le solaire au niveau mondial l'an dernier, contre seulement 10 milliards dans le nucléaire. Si le niveau d'investissement reflète la confiance qu'on a dans l'avenir, la filière du nucléaire a donc du souci à se faire. Autre fait saillant, en Inde et en Chine, l'éolien produit désormais plus de kilowatts que le nucléaire. Le renouvelable fait mieux que l'atome dans ces 2 pays où les besoins en électricité explosent. Donc les défenseurs de l'éolien seront contents ce matin. Vous nous dites aussi, Nicolas, que si le nucléaire décline, c'est également pour des questions de coût, tout simplement. Voilà, dans beaucoup de pays, le renouvelable est en train de devenir moins cher que le nucléaire. L'un des plus grands électriciens américains, Duke, vient d'abandonner un projet de centrale nucléaire en Floride pour construire à la place une ferme solaire géante. Au Royaume-Uni, 2 méga-projets d'éoliennes en mer viennent d'être attribués à des consortiums qui garantissent un prix inférieur au nucléaire. Alors, au niveau mondial, le nucléaire représente encore un peu plus de 10% de l'électricité produite. C'est à peu près le double de l'éolien et du solaire. Mais pour la première fois, l'éolien et le solaire deviennent rentables sans subvention. Et ça, c'est un tournant majeur. Il se produit en ce moment. Les conséquences seront considérables. L'éclairage de Nicolas Barret, directeur du journal Les Échos. Le football, avec la démonstration de force du PSG hier soir en Ligue des Champions. Les Parisiens ont balayé le Celtic Glasgow 5-0 avec la triplette MCN pour Mbappé, Cavani et Neymar. Ils ont marqué tous les 3 et Thiago Silva est content. On a démontré la qualité, le visage du Paris Saint-Germain pour venir ici essayer de porter 3 points à Paris. Vous envoyez quand même un message 5-0 à l'extérieur, c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est pas un message pour les autres, mais pour nous-mêmes. Pensée positive pour dire que nous sommes capables de faire une grande saison. Thiago Silva au micro de Julien Froment. Et puis, tous les jours, hein. Le jour J pour les JO, Paris 2024, ce sera officiel, annonce du comité olympique attendu à Lima, au Pérou. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.